Mon mari et moi vivons dans un ranch, dans une région très rurale de la Géorgie. La ville la plus proche, avec une épicerie, est à 45 minutes de route de notre maison. Je fais généralement les courses toute seule, pendant que mon mari s'occupe des choses à la maison. Un jour, j'étais à mi-chemin de la ville, sur un tronçon de route assez désert, quand j'ai vu deux personnes sur le bord de la route. Elles me faisaient signe avec leurs pouces levés. J'ai ralenti en m'approchant. Ça ressemblait à un homme et une femme. Je savais qu'il serait risqué de les prendre en voiture, mais après y avoir réfléchi, je me suis demandé combien de temps ils avaient passé là, à marcher pendant des heures sans rien autour, pendant des kilomètres. Je me sentais mal pour eux, surtout pour la femme. Elle avait l'air assez fatiguée. J'ai pris la décision de les aider et je me suis arrêté à environ 30 mètres d'eux. J'ai baissé la vitre et j'ai demandé où ils allaient. Ils ont dit qu'ils avaient juste besoin d'aller en ville. C'était exactement là où j'allais. Alors je leur ai dit de monter. La femme est montée sur la banquette arrière et l'homme s'est assis à l'avant. Avant que je puisse remettre la voiture en marche, l'homme a soudainement tiré sur le frein à main. Il a sorti un couteau et l'a tenu près de ma gorge. « Sors de la voiture maintenant. Est-ce que ça vaut vraiment ta vie, madame? Tu ne prendras pas cette voiture. » J'ai vu un éclair de main passer devant mon visage. Et un instant plus tard, la femme à l'arrière avait une corde enroulée autour de mon cou et me serrait contre l'appui-tête. « Tu n'es pas si forte maintenant, hein? Attrape-la, tuez-la. Arrête, s'il te plaît. Qu'est-ce que tu attends? Coupe-la. » Je pensais que j'allais être poignardé à mort. Mais pour une raison quelconque, l'homme hésitait. Il semblait qu'il ne voulait pas aller jusqu'au bout. Peut-être que sa complice était capable de plus que lui. Au lieu de me tuer, il m'a attrapé et m'a forcé à monter sur la banquette arrière. Après un moment de protestation, la femme m'a traîné jusqu'à l'intérieur. Pendant que j'essayais de reprendre mon souffle, il lui a donné le couteau et lui a dit de me tuer si je tentais quoi que ce soit. Puis il est monté derrière le volant et a démarré en trombe. La femme était furieuse. Elle n'arrêtait pas de crier qu'ils auraient dû me vider et me jeter de la voiture dès le début. Honnêtement, j'étais également confuse. Peut-être qu'il ne s'attendait pas à ce que je tienne tête, ou peut-être qu'il était juste un lâche. Quoi qu'il en soit, nous allions bientôt à plus de 110 km en direction de la ville. J'essayais de rester calme et de rester dans le coin de la banquette arrière. Je ne voulais pas donner l'impression que je pourrais faire quoi que ce soit. En regardant dans les yeux de la femme qui me surveillait, avec un couteau, je voyais une maniaque, attendant la moindre raison de me prendre la vie. L'homme conduisant la voiture, aussi incertain qu'il semblait, était la seule chose retenant sa main. C'était une pensée vraiment effrayante. Il continuait à se disputer, essayant de décider quoi faire de moi. Eh bien, si nous allons la garder ici, nous pourrions aussi l'utiliser pour quelque chose. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous pouvons nous arrêter et nous amuser avec elle. Ça fait un moment. Non. Tu ne veux pas te défouler? Non, reste-toi. Nous ne ferons pas ça. Alors, vendons-la à un paysan en ville pour quelques dollars. Tu veux nous faire attraper? Allez, pense un peu. Penser? Comment la laisser venir avec nous et ne pas la jeter dans un fossé dès le début? Est-ce réfléchir? Tais-toi, tais-toi. Les tensions montaient rapidement. À tout moment, l'un d'eux allait exploser. Je le savais. C'est alors que nous avons atteint la dernière jonction avant la ville. Nous étions encore à environ 13 km, mais le simple carrefour à 4 voies, à l'intersection de 2 routes rurales, était un indicateur frappant de l'approche d'un avant-poste de civilisation. Il valait mieux qu'il soit mort ou parti avant d'arriver. Pour aggraver les choses pour les 2 têtes brûlées, il y avait du trafic, une file de 4 à 5 voitures attendait de passer. Une fois l'homme arrêté, il jeta un coup d'œil à sa partenaire. Ce bref moment de contact visuel était suffisant pour mettre la femme en colère. Elle s'est jetée à travers les sièges, avant en colère. Et c'est alors que j'ai saisi ma chance. J'ai frénétiquement déverrouillé la porte de la voiture et l'ai ouverte. À ce moment-là, mes mouvements avaient été remarqués. La femme a crié et m'a attaqué. Nous sommes tombés toutes les deux au sol et nous nous sommes battus. Presque immédiatement, la voiture a démarré en trombe, en passant illégalement la file et en traversant le carrefour, abandonnant la folle femme sur moi. Elle est devenue encore plus agressive et déséquilibrée. Je ne pouvais pas la maîtriser. Tout ce que je pouvais faire était de me défendre. Elle m'a lacéré les bras et du sang coulait dans mes yeux, me rendant aveugle. Je pensais que c'était la fin, mais à la dernière seconde, un passant l'a arraché de moi. Il était rejoint par plusieurs autres personnes qui étaient sorties de leur voiture pour aider. Ils l'ont retenu
et quelqu'un d'autre est venu m'aider. Tout le temps où nous attendions l'arrivée de la police, cette horrible femme hurlait et se débattait sans jamais cesser de se battre. Elle mordait et griffait plusieurs personnes, et pendant qu'elle était au sol, elle essayait incessamment de se relever. Heureusement, elle a été arrêtée par le shérif et j'ai été emmené à l'hôpital. Des semaines plus tard, ma voiture a été retrouvée en Caroline du Nord, aussi loin que l'homme avait pu aller avant d'être attrapé par la police. Que cela serve d'avertissement contre l'autostop. Un simple acte de gentillesse peut se transformer en une situation de vie ou de mort en un instant. L'histoire est apparue pour la première fois dans les nouvelles à la fin novembre 2023. Une femme dans le comté de Cherokee, en Caroline du Nord, a pris en stop Jordan Hedon et Stephanie Nice qui faisaient de l'autostop. Hedon a forcé la femme à monter sur la banquette arrière et a pris le contrôle de la voiture, kidnappant la femme. Stephanie Nice a ensuite été arrêtée en Géorgie et Jordan Hedon a été appréhendé après une période de fuite. Au début de la vingtaine, j'ai voyagé à travers le pays. Je n'avais pas de destination précise en tête. J'étais juste fatigué d'être coincé dans ma ville natale, toute ma vie. Alors, une fois que j'avais économisé un peu d'argent et rassemblé des provisions, j'ai pris la route et je n'ai jamais regardé en arrière. Le problème, c'est que je n'avais pas de voiture. Donc si je n'avais pas assez d'argent pour un billet de bus, je marchais ou je demandais des trajets à qui je pouvais. Cela signifiait souvent faire de l'autostop. J'ai perdu le compte du nombre de fois où j'ai eu un trajet avec juste mon pouce. Il y a une grande stigmatisation autour de l'autostop, mais dans presque toutes mes expériences, ça s'est bien passé. Bien sûr, comme beaucoup de voyageuses que j'ai rencontrées en chemin l'ont souligné, être un homme rend cela beaucoup plus sûr. De plus, je garde toujours mes sens en éveil et je sais exactement où se trouve mon couteau et ma hachette à tout moment. Malheureusement, ma chance a tourné un jour. J'étais coincé à Fresno, essayant d'atteindre une autre ville en Californie. Peu importait laquelle, tant qu'il était plus facile d'y gagner de l'argent. J'ai fait signe à un gars dans un vieux SUV. Il a dit qu'il allait vers le nord, à environ 60 km, ce qui me convenait parfaitement. J'ai immédiatement remarqué que le gars était vraiment gros, probablement plus de 130 kilos. Il était aussi dégoûtant, mais à ce moment-là, je ne m'étais pas douché depuis un moment, alors je n'étais pas en position de juger. Je suis monté et nous sommes partis. Nous ne pouvions même pas faire les présentations, sans que des drapeaux rouges ne s'allument sérieusement. « Comment tu t'appelles, fiston ?»« Je m'appelle Kai, tout droit de Dogtown. »« Et toi ?»« Eh bien, ma maman m'a appelé Jet. C'est juste parce qu'elle ne savait pas mieux. »« Qu'est-ce que tu veux dire ?»« Je veux dire que mon vrai nom est Jésus. Tu veux dire comme Jésus-Christ ?»« Oui, garçon. Jésus-Christ en chair et en os. C'est moi. Oh, mec. » Je me suis dit, c'est parti. Ce gars s'était évidemment cinglé, mais ce n'était pas la première fois que je montais dans une voiture avec une personne folle. J'ai juste roulé des yeux et je l'ai amusé avec un peu de scepticisme sain. Ha ha! Ça ne peut pas être vrai, mec. Tu ne penses pas? Et pourquoi donc? Je t'ai pris en stop et je t'ai donné un trajet sans rien en retour. Qui d'autre ferait ça? Beaucoup de gens l'ont fait, mec. Bien sûr, peut-être que tu as raison. Bien sûr, si tu étais une fille, ce ne serait pas le cas. Hein, peu importe. Nous avons roulé en silence pendant un moment. J'ai pensé à demander à être déposé plus tôt, mais j'avais le sentiment que cela l'énerverait, ce qui ne serait pas une bonne idée. J'ai essayé de rester assis là et de supporter, mais ce gars était manifestement un bavard. Je savais qu'il mourrait d'envie de dire plus de choses. Enfin, il a lancé une question sur les voyages. Il a dit qu'il voyageait partout dans le monde, guérissant et sauvant des gens partout où il allait, répandant la parole de Dieu. Je n'avais jamais quitté le pays auparavant, donc je ne pouvais pas réfuter quoi que ce soit de ce qu'il disait sur les villes et les autres pays, mais il était clairement plein de mensonges. Finalement, les choses ont pris une tournure encore pire. Quel est ton endroit préféré où tu es allé? Kai. Probablement la Nouvelle-Orléans. Ah, bon choix. Mais je dirais les îles Vierges, elles portent vraiment bien leur nom. Tu sais, tu as déjà été avec une vierge? Ouais, une fois, c'est le meilleur. Plus elles sont jeunes, mieux c'est, je dis toujours. J'ai des photos dans la boîte à gants, tu veux voir? J'ai refusé fermement de voir quelque chose d'illégal dans la boîte à gants. Mais il a continué à insister, ça s'est transformé en une dispute. Finalement, il a dit qu'il prendrait les photos lui-même.
Puis il s'est penché sur moi et a ouvert la boîte à gants et a commencé à fouiller dedans. La voiture a commencé à dévier vers l'accotement droit. Je lui ai crié de faire attention à la route. J'ai essayé de saisir le volant pour redresser la voiture, mais il était trop gros pour que je puisse l'atteindre. C'est alors que j'ai vu le camion de travail garé sur l'accotement, devant nous. Nous foncions droit dessus. Les lumières clignotaient et il y avait des hommes dehors, inconscients du danger qui arrivait vers eux. J'ai crié au gars alors que nous quittions l'accotement et pénétrions dans l'herbe, sur le point de nous écraser contre les arbres. Il a finalement remarqué et a essayé de revenir à son siège et de nous remettre sur la route, mais il a trop corrigé et a perdu le contrôle. Les freins se sont bloqués, alors que nous avons foncé droit sur l'arrière du camion de travail. Le pauvre homme debout là n'a pas eu le temps de réagir. Les airbags se sont déployés et j'ai été étourdi pendant quelques secondes. Mais quand ma tête s'est dégagée, j'ai vu la scène horrible. Le travailleur était coincé entre la voiture et le camion, hurlant de douleur. J'ai injurié le cinglé et lui ai dit de sortir et d'aider. Mais il est resté assis là, sous le choc. Je suis sorti de la voiture et j'ai essayé d'aider le travailleur. Mais dès que j'ai vu ce que l'impact lui avait fait, j'ai su qu'il n'y avait rien que je pouvais faire. Ses jambes étaient complètement écrasées, perdues dans un amas de métal. Un instant plus tard, une femme est arrivée en courant sur les lieux. Elle était au téléphone avec le 911 et me posait des questions. Mais j'étais encore trop secoué par l'accident pour me souvenir exactement de ce qu'elle disait. Elle était mince, et bien qu'elle soit adulte, elle avait un air juvénile. Je me souviens avoir pensé qu'elle était probablement le type de la brute. Et juste à ce moment-là, il est sorti de la voiture et a couru droit vers elle. L'accident avait fait disparaître toute retenue qu'il avait. Il l'a plaquée dans une énorme étreinte. Elle a commencé à crier et à laisser tomber son téléphone, essayant de le frapper pour qu'il la lâche. Après quelques secondes, il l'a emmenée au sol. Je ne pouvais pas croire ce qu'il essayait de faire. En plein jour, s'il le voulait, je pensais qu'il allait lui casser le cou comme une brindille. J'ai couru jusqu'à la voiture et j'ai sorti ma hachette de mon sac. Je suis allé directement vers eux et j'ai planté la hachette dans l'arrière de son crâne. Puis je l'ai arraché et l'ai frappé à nouveau. Je l'ai frappé plusieurs fois avant que son corps ne devienne mou et qu'il roule de la femme. Elle pleurait et gémissait sous le choc. Beaucoup de sang coulait sur son visage. J'ai fait ce que j'ai pu pour la réconforter, mais elle s'était retirée dans une coquille mentale. J'ai regardé autour de moi à la scène surréaliste. 2 hommes morts, une femme traumatisée et moi au centre de tout cela, me demandant comment diable j'étais arrivé là. Peu après, la police et les ambulanciers sont arrivés. J'ai été interrogé et blanchi de toute culpabilité. Après cela, les journalistes sont arrivés. Je leur ai raconté ce qui s'était passé aussi. Cette vidéo est devenue virale sur Internet, changeant ma vie pour toujours. Caleb Lawrence McLivery, également connu sous le nom de Kai ou l'autostoppeur à la hache, était au centre de la célébrité virale d'Internet au début de février 2013, suite à un incident après avoir fait de l'autostop dans la voiture de Jet Simmons McBride. Pendant le trajet, McBride a révélé beaucoup de choses sur lui à Kai, y compris qu'il croyait être Jésus-Christ. De manière choquante, McBride a même avoué avoir agressé une fille de 14 ans aux îles Vierges en racontant à Kai son histoire de vie. McBride a écrasé sa voiture contre un camion de travail garé, coinçant un travailleur après qu'une femme soit arrivée sur les lieux. McBride a soudainement sauté de sa voiture et l'a attaqué. Craignant pour la vie de la femme, Kay a sorti une hachette de son sac et a frappé à plusieurs reprises McBride à l'arrière de la tête. Bien qu'il semble être le héros de l'histoire, en mai de la même année, Kay a de nouveau été impliqué dans une violence brutale. Il a été arrêté pour avoir battu à mort un homme de 73 ans dans sa maison. Kay affirme que l'homme lui a offert un endroit où rester, mais que c'était seulement pour le droguer et en profiter. Kay rapporte que toutes ces actions ont été prises en légitime défense. Mais 10 ans plus tard, il a été jugé que le meurtre était prémédité. Le juge l'a condamné à 57 ans de prison, le qualifiant de faux et rusé. Cela fait se demander sur la légitimité de l'histoire que Kay a racontée à la police et à la presse à Fresno. Était-il vraiment un héros ou était-il un homme attendant secrètement une bonne raison de tuer? Es-tu sûr que tu devras peut-être conduire toute la nuit? Si je n'y vais pas, je le donnerai à quelqu'un d'autre. Nous avons besoin de l'argent, Ruthie. J'ai embrassé ma femme au revoir et suis parti pour la nuit. Je prends généralement des voyages tôt le matin, mais un ancien ami m'a trouvé ce nouveau travail.
où je devais conduire jusqu'au quai le plus proche et récupérer des fournitures médicales à distribuer dans les hôpitaux. Même si j'ai dit le plus proche, c'est presque un voyage de 60 kilomètres. J'ai vérifié mon téléphone, il était déjà 11h30. Je suis monté dans le camion et immédiatement, des éclairs ont illuminé l'horizon. Le grondement du tonnerre m'a fait froncer les sourcils. S'il te plaît, ne pleut pas, mais comme toujours, mes prières sont restées sans réponse. Dans les 15 minutes suivantes, une forte pluie a commencé à tomber. Les gouttes de pluie étaient si grosses qu'elles faisaient plus de bruit que ma grand-mère flatulente. Il devenait très difficile de voir par ce mauvais temps, sans parler de conduire. Le visage inquiet de Ruthie est apparu juste devant mes yeux, et j'ai commencé à regretter ma décision. Mais ensuite, j'ai pensé que je ne serais pas un homme si j'abandonnais et retournais à la maison. Je me suis finalement garé sous un arbre, sur le bord de la route, et j'ai attendu que la pluie cesse. Le délicieux dîner que j'avais eu à la maison m'avait rendu un peu somnolent, alors j'ai fermé les yeux pour une petite sieste. Quand je me suis réveillé, mes yeux ont pris du temps pour s'adapter à l'obscurité dehors. J'ai allumé les phares et immédiatement, j'ai eu des frissons. Au bout de la route, j'ai aperçu une silhouette immobile. Qui cela pouvait-il être? J'ai tourné la clé de contact et commencé à conduire vers elle. En me rapprochant, les traits se sont progressivement précisés. C'était une femme. J'ai arrêté la voiture juste à côté d'elle et baissé ma vitre. Vous allez bien, madame? Elle est restée là, à me regarder fixement. Ses cheveux étaient en désordre, comme si elle ne s'était pas lavée depuis des jours. Madame, avez-vous besoin d'aide? Quelle heure est-il? Il est minuit passé. J'étais surpris par sa question. Je veux dire, si vous êtes seul sur une route isolée, ne seriez-vous pas plus préoccupé par votre sécurité plutôt que par l'heure? Minuit et demi. Parfait. Elle a levé les yeux vers le ciel et a commencé à marcher lentement vers le siège passager. Pour la première fois, j'ai remarqué qu'elle avait un sac à dos sur l'épaule. Elle s'est arrêtée juste à l'extérieur de la porte et a immédiatement souri. Pouvez-vous me conduire à la station-service la plus proche? Bien sûr. J'ai ouvert la porte en souriant maladroitement. Elle n'était pas très grande, alors elle a tendu la main en l'air. C'était tellement bizarre. Elle pouvait facilement monter, mais elle attendait là pour moi. Par galanterie, j'ai saisi sa main, l'ai aidée à monter et... Quoi? Votre main est si froide? Peut-être parce que je suis une meurtrière de sang-froid. Elle s'est assise juste à côté de moi avec son sac à dos sur ses genoux. Sa façon de parler, de rire, même de respirer semblait étrange et effrayante pour moi. À un moment donné, j'ai même pensé, quelle fille saine d'esprit, fait de l'autostop au milieu de la nuit? Mais après tout, ce n'était pas mes affaires. Nous avons roulé en silence pendant 10 minutes et cela devenait inconfortable, alors j'ai commencé à engager la conversation. Alors, vous êtes ici? Pourquoi? Je demande juste, ce n'est pas sûr de se promener. Aussi tard, vous savez. J'ai fugué de chez moi. Juste ce que je pensais. Vos parents doivent être inquiets alors. Il ne se soucie pas de moi. Son visage était si calme et sans expression. Pourquoi ça? Les gens morts ne peuvent pas s'inquiéter. Vos parents sont morts? Oui, a-t-elle dit en ricanant. Je me demandais qui pouvait rire de la mort de ses parents. Avais-je fait une erreur en prenant cette fille en stop? Comme si elle lisait dans mes pensées. Elle m'a regardé en souriant. Vous prenez souvent des autostoppeurs comme moi? Non. Je fais généralement des trajets le matin. Donc, c'est votre première fois dans le noir, hein? Ces questions étaient si irrélevantes que je ne savais pas quoi répondre parfois. Soudain, j'ai senti quelque chose. C'était assez nauséabond, comme une charogne. Avec chaque seconde, l'odeur puante envahissait l'intérieur du camion. Alors, à un moment donné, j'ai dû baisser une fenêtre pour laisser entrer de l'air frais. Il est impoli de demander à une fille ce qui cause cette odeur horrible, même si j'étais presque sûr que c'était elle. Ses vêtements avaient des taches de boue, ses ongles étaient sales. Il était clair qu'elle avait vu des jours meilleurs, depuis qu'elle avait fugué de chez elle. Un silence gênant s'est installé à nouveau. Quand? Elle a commencé à arracher la peau autour de ses ongles et à se gratter, tirant sans pitié son cuir chevelu, faisant suinter le sang. C'était horrible à voir. Bon sang, c'est pourquoi les anciens nous mettent en garde contre la drogue. Maintenant, tout cela a du sens. Son odeur corporelle, ses vêtements sales, ses réponses bizarres, elle est définitivement sous l'effet de quelque chose de très fort. À ce moment-là, je voulais juste la déposer quelque part, n'importe où.
Savez-vous à quelle distance se trouve la prochaine station-service? On dirait que vous voulez vous débarrasser de moi comme mes parents. Non, ce n'est pas ça. Je vais m'arrêter. Son cri m'a fait freiner trop fort. Les pneus ont crié et nous nous sommes arrêtés à un carrefour. Elle a baissé sa vitre et a sorti la tête pour mieux voir. Elle a inhalé l'air comme si elle essayait de repérer une certaine odeur et m'a regardé droit dans les yeux. Ses yeux étaient grands, ses pupilles dilatées, mais elle complotait quelque chose de maléfique. Elle a incliné le cou sur le côté et a souri d'une oreille à l'autre. Est-ce que tout va bien? Elle a secoué la tête de gauche à droite, indiquant non, et a rapidement ouvert sa porte et a sauté du camion, avant que je puisse comprendre ce qui venait de se passer. Elle a couru dans les bois profonds et a disparu dans la nuit. Hé! Attendez, où allez-vous? Mais je ne pouvais plus la voir. Je ne savais pas quoi faire ensuite, car mon esprit était complètement paniqué. Puis j'ai remarqué qu'elle avait laissé son sac à dos dans mon camion. L'odeur nauséabonde était toujours là, même après son départ. Est-ce que ça vient du sac? J'ai ouvert le sac et, le 21 novembre 1989, un camionneur de 46 ans, Robert Pierce, a pris une autostoppeuse sur le bord de la route. La femme semblait un peu étrange et portait un sac à dos usé. Alors qu'il conduisait, Robert a remarqué une étrange odeur. Finalement, la femme est sortie en laissant son sac à dos dans le camion de Robert. Quand Robert est arrivé à destination, il a remarqué le sac à dos sur le plancher côté passager. Curieux, il l'a ouvert et, à son horreur, a trouvé une main humaine coupée à l'intérieur. Il a informé la police, mais ils n'ont jamais découvert à qui appartenait la main, ni qui était la femme. Avez-vous déjà rencontré quelqu'un et soupçonné qu'il pourrait être un monstre? Moi, oui, et c'est quelque chose qui me restera toute ma vie. Je faisais de l'autostop pour rentrer chez moi un après-midi quand je l'ai rencontré. Je sais que l'autostop est dangereux. Je sais que j'aurais dû mieux savoir. Lâche-moi, maman. J'avais 16 ans et j'étais allé rendre visite à un ami en périphérie de la ville à vélo. J'étais à environ 1 mile de la ville quand la chaîne a cassé et j'ai dû la marcher jusqu'à la maison ou l'abandonner. Ce vieux vélo Schwinn était essentiellement mon seul moyen de transport. Mes parents, étant les pauvres fermiers crasseux qu'ils sont, ne pouvaient pas me donner une voiture. Donc je préférerais laisser ma jambe sur le bord de la route que ce vélo. J'ai décidé de le ramener à la maison et de le réparer. Les chaînes étaient un travail facile. C'est ainsi que je suis venu marcher sur le bord de la route, quand une camionnette noire brillante est arrivée en trombe sur la route à 2 voies à environ 16 km/h au-dessus de la limite de vitesse. J'étais inquiet que le conducteur allait me rentrer dedans. Pour être sur le chemin, c'est assez courant que les gars de la communauté vous hurlent dessus. Pour être sur le chemin quand ils sont juste effrayés, qu'ils vous aient presque blessé. Et alors que la camionnette reculait, je me préparais à me faire dire que je devrais faire attention où je marche. Ne pas marcher si près de la route et m'attendre à me faire renverser si je continue à marcher dans des endroits où je ne suis pas censé être. Cependant, alors que la camionnette reculait devant moi, je comprenais que ce n'était pas un local. Elle avait un aspect soyeux, noir brillant, avec un masque sur le côté. C'était l'un de ces masques de théâtre, le genre heureux ou triste que l'on voit parfois. Et c'était quelque chose dont je me souvenais avoir vu à l'extérieur du magasin du département de théâtre, à l'école. Celui-ci était un peu différent cependant. Un masque était blanc, semblant heureux, alors qu'il riait jusqu'à en pleurer. Mais l'autre était rouge, son visage un peu effrayant comme s'il semblait crier. Il y avait un mot au-dessus de l'image, et je l'ai lu comme Harley Quinn. Mais je sais maintenant qu'il disait Harley Quinn. Le conducteur a baissé sa fenêtre, mais loin d'être en colère, il était effrayé. Oh mon Dieu! Ça va? Je jure que je ne voulais pas te renverser. Je dois faire plus attention quand je conduis sur ces petites routes de campagne. As-tu besoin d'un trajet en ville? Je vais là-bas si tu veux un lift. C'est le moins que je puisse faire. Je savais qu'il valait mieux ne pas accepter des trajets de la part d'inconnus, mais c'était une petite ville. Ce gars était le premier véritable étranger que j'avais rencontré dans ma vie. Et je fais de l'autostop depuis que j'ai 12 ans, donc je savais à quoi m'attendre. Ne monte pas avec des gars qui semblent vouloir devenir tactile. N'accepte pas des trajets de qui que ce soit si tu as une mauvaise impression. Je n'avais pas une mauvaise impression de ce gars. Et la ville était à moins d'1 mile d'ici. Donc je ne pensais pas rester longtemps dans la camionnette. C'était mieux que de marcher. Le soleil était vraiment chaud ce jour-là. Et quand j'ai hoché la tête, il m'a dit de mettre mon vélo à l'arrière. Fais attention à cette bâche,
Cependant, a-t-il dit d'une voix qui m'a pris de court, ce qui m'a fait repenser tout le trajet. Je ne veux pas que tu abîmes quoi que ce soit là-bas. Surtout pas cette bâche. J'ai ouvert la porte arrière de la camionnette et trouvé quelque chose, comme une caisse à outils d'un bricoleur à l'arrière. Des outils pendaient des sacs. Il y avait un établi avec des pinces et des cordes et des choses. Et près de l'établi, il y avait une bâche bleue avec quelque chose de gros en dessous. J'étais curieux, mais je me suis souvenu qu'il avait dit de ne pas toucher. Alors, j'ai posé mon vélo contre le mur et j'ai refermé l'arrière pour pouvoir monter devant. L'homme souriait de toutes ses dents lorsque je suis monté et il bavardait amicalement en roulant vers la ville. « Quelle classe es-tu? Comment va l'école? Tu as vécu ici longtemps ?» Je lui répondais du mieux que je pouvais, mais comme sa vitesse augmentait encore, je commençais à m'inquiéter que nous puissions avoir un accident ou quelque chose du genre. Je ne disais rien de plus, ne voulant pas le rendre furieux. Mais quand mon vélo est tombé à l'arrière, j'ai jeté un coup d'œil pour m'assurer qu'il n'était pas tombé sur quelque chose d'important. Il n'était pas, mais mes yeux ont été attirés par cette bâche, et je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer que quelque chose fuyait en dessous. C'était rouge comme de la peinture, et ça coulait lentement sur le sol de la camionnette. Ce n'était qu'un petit filet, pas beaucoup plus qu'une petite branche, sortant de la bâche, mais ça m'a fait me demander ce qui pourrait être en dessous. Néanmoins, ça n'avait pas à être du sang, bien sûr. Ça pourrait juste être des pots de peinture ou quelque chose. Même si c'était du sang, ça pourrait être un cerf ou quelque chose. Mon père chassait quand les cerfs et les dindes étaient en saison, et je l'avais vu rapporter des proies chez nous sous une bâche avant. Néanmoins, quelque chose à propos de ce filet de liquide me mettait mal à l'aise. Et quand le conducteur a grogné, « Qu'est-ce que tu regardes ?» Je me suis retourné et j'ai dit que je vérifiais juste mon vélo. Il n'avait pas l'air convaincu, et alors que la ville se dessinait à l'horizon, son comportement a complètement changé. « Tu sais, » a-t-il dit, sa voix n'était plus joyeuse. J'ai pris beaucoup de gamins de ton âge. Je suis en quelque sorte en aventure. Peut-être que tu aimerais venir avec moi. Je pourrais te montrer où je les ai laissés. Ou la plupart d'entre eux, j'en prends un là-bas maintenant. En fait, peut-être que tu aimerais voir. Hein, tu voudrais? Quand il m'a regardé, ses yeux étaient reptiliens et je savais ce qu'il y avait sous cette bâche. C'était exactement une de ces personnes dont ma mère m'avait mise en garde et j'ai pensé que c'était probablement la dernière fois que je serais en mesure de faire de l'autostop. Je pensais que c'était probablement la dernière fois que je serais en mesure de faire quoi que ce soit. Et je serais toujours reconnaissant d'avoir levé les yeux quand je l'ai fait. Nous passions devant la bibliothèque, mon hôte ne regardant pas la route. Quand j'ai vu le gardien de passage tenant son panneau, j'ai crié pour lui dire de faire attention. Il a pilé, et quand la camionnette s'est arrêtée, j'ai pris la fuite. Il a crié après moi, mais je n'ai pas arrêté de courir jusqu'à ce que j'arrive au poste de police. Quelques rues plus loin, je suis entré en courant immédiatement, leur racontant ce qui s'était passé, et j'ai pensé que le gars avait un corps à l'arrière de sa camionnette. Mais la police ne m'a même pas cru. Ils m'ont dit d'arrêter de jouer et de rentrer chez moi. Et après quelques essais supplémentaires, j'ai été forcé de faire exactement cela. Je n'ai même pas compris à quel point j'étais proche de devenir une statistique, jusqu'à quelques années plus tard. Maman et moi étions assis sur le canapé un soir, en regardant America's Most Wanted, quand ils ont parlé d'un gars dans une camionnette noire, avec un masque de comédie tragédie dessus, et les mots Harley Quinn sur le côté. Le conducteur, Marcus Flint, avait apparemment pris 12 enfants qui faisaient de l'autostop et les avait tous tués avant de les jeter dans les bois près de Rockers. Ils l'ont attrapé après le 12e. Le 13e s'étant échappé et l'ayant dénoncé. Je me suis rendu compte que je n'avais jamais dit à ma mère qu'il m'avait pris vers le numéro 8 et que j'aurais pu être le numéro 9. C'est effrayant de réaliser à quel point j'étais proche de la mort, sans même le savoir.